Vous écoutez Cité Culture. On va maintenant nous passer au deuxième sujet. Habituellement, le mois d'octobre, avec son automne jaunissant, sa lumière de plus en plus basse et ses nuits de plus en plus longues, offre une période idéale pour l'ambiance d'Halloween. Que l'on célèbre cette fête ou non, c'est souvent l'occasion de se replonger dans des vieux classiques de l'horreur, du gore ou du fantastique pour accompagner cette entrée dans l'arrière-saison et rythmer nos fraîches soirées. Cependant, cette année, avons-nous vraiment besoin de l'art et de la culture pour frissonner ? Bien sûr que oui, et plus que jamais, ne serait-ce que pour prendre un peu de hauteur et avoir prise sur ce avec quoi l'on décide de frissonner. Et ça change tout. Alors, quoi de mieux que de faire un focus sur un auteur pour vous parler ce soir autant de films que de romans, pour vous donner quelques idées d'œuvres ou d'ouvrages afin de vous plonger autant dans l'évasion macabre que dans la fantaisie au cœur de la plus banale réalité, en passant par l'horreur, baignée dans des mondes enfantins. Vous l'aurez peut-être deviné, on a choisi de vous parler du maître de l'épouvante et du suspense, l'homme aux 130 romans dont une soixantaine ont été portés à l'écran. Plus de doute, il s'agit bien de Stephen King, l'auteur de Carrie, Shining, La Ligne Verte, ça, Misery, Marche ou Crève, Cimetière. Bref, que vous les ayez vus ou lus, ces œuvres font partie de celles qui imprègnent l'imaginaire collectif et que tout le monde connaît. Et une autre bonne raison d'en parler, s'il devait vraiment y en avoir une, c'est que nous avons pu visionner en avant-première un documentaire Arte sur l'auteur, réalisé par Julien Dupuis, qui sera diffusé sur Arte demain soir à 22h30, intelligemment intitulé Stephen King, le mal nécessaire. Ce documentaire offre l'occasion de se rappeler de l'œuvre foisonnante de l'écrivain, ses inspirations, ses œuvres marquantes adaptées sur le grand écran, ainsi que de nombreuses interviews de l'auteur sur sa manière d'écrire et d'envisager le genre. Et notamment ceci, lorsqu'il explique son goût pour le macabre, car l'être humain est la seule créature qui a conscience de sa finitude, dit-il. Il explique donc le goût du grand public pour ce genre, en ce qu'il préparait tout un chacun à la mort. On va donc vous parler ce soir de Stephen King avec ce documentaire. Oui, alors effectivement, Geoffrey, excellent résumé du film de Julien Dupuis. Alors Julien Dupuis, c'est un journaliste français qui bosse depuis très longtemps dans le cinéma de genre, enfin depuis très longtemps, depuis une bonne une vingtaine d'années. Julien Dupuis a également réalisé pour ceux qui peut-être ont la chaîne, il était réalisateur du Grand Frisson pendant quelques années sur Ciné+. Et moi, le connaissant, je peux en parler, Julien, c'est quand même un grand spécialiste du cinéma d'effets spéciaux. C'est vraiment un critique français qui compte en la matière, qui a une conception très technique du cinéma, en fait, extrêmement pointue. Et donc, il vient... alors, le documentaire passe demain sur Arte. Il fait partie il est notamment produit par Rokirama. Rokirama, qui est une revue de cinéma à laquelle collabore également Julien Dupuis et d'autres de ses comparses. Et donc demain, premier visionnage, sortie de ce document sur Arte à la télé. Alors ce qui est intéressant justement dans le doc de Julien Dupuis, donc ça s'appelle Stephen King, le mal nécessaire, c'est qu'il offre à la fois une plongée sur l'œuvre de King pour les spécialistes, pour les gens qui connaissent bien King, qui ont l'habitude de le lire ou de voir évidemment ses œuvres adaptées, mais c'est également, et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le doc, et c'est ce qui vaut vraiment le déplacement, le détour, pardon, parce qu'il n'est pas en salle, c'est d'une part le fait qu'on a énormément d'images d'archives de King. Et c'est assez passionnant de voir au travail, en fait, de le voir parler de son œuvre. C'est un type qui vit dans le Maine, qui a une vie... le documentaire ne parle pas trop de sa période où King était également borderline. Hein, il y avait une période dans sa vie où il était assez olé, et je reste là comme cela, mais il n'a pas toujours été un type sympathique dans sa maison. Voilà, il a quand même une vie assez trépidante. Mais on voit vraiment le type au travail dans sa baraque, dans sa maison. On le voit dans ses habitudes, en quelque sorte, sur plusieurs décennies. Et on fait un peu un tour complet des différents thèmes qui ont agité son œuvre, sachant que King reste effectivement le pape de l'horreur les décennies passant. Et alors personnellement, j'ai lu son dernier bouquin en date qui était L'Institut, et qui était d'ailleurs une très bonne cuvée de Stephen King. Donc en plus, ça reste quelqu'un d'actif qui sort des bouquins qui sont encore excellents maintenant. Il a peut-être pas, je dis pas que L'Institut était du niveau du Fléau ou de Cimetière, qui sont ses grandes œuvres, mais c'est quand même un très très beau livre sorti l'an dernier. Donc il y a une actualité parce qu'il est toujours parmi nous, et il y a aussi une actualité qui est qu'en général, il est rarement décevant. C'est-à-dire qu'un petit King reste un bon livre. Et alors les grands King, n'en parlons pas. Mais il y a quand même ça aussi à garder en esprit. Oui, moi ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le documentaire, outre le fait de nous remettre des grandes œuvres en mémoire, le bonheur de revoir un plan de Shining ou de revoir un plan de Carrie au bal du diable, donc comme ça brasse des tonnes de références. Donc pour ces prochaines semaines qui s'annoncent moroses, ça vaut vraiment le coup de se replonger soit dans les livres, soit dans les films. Et donc Julien Dupuis, il a quelques belles idées de mise en scène. Par exemple, il y a un moment une goutte de sang qui se répand là sur tout le plan, et le reflet de
Carrie au bal du diable va se projeter sur cette goutte. Et ça donc permet aussi de voir toutes les ramifications entre des grands cinéastes de l'horreur ou du thriller psychologique et la matrice littéraire formidable qu'a été King et qui a donc, comme tu l'as dit Geoffrey, 50 ou 60 œuvres adaptées. Et on n'arrête pas de compter de très grands chefs-d'œuvre. T'en as cité plein, mais entre De Palma, qui nous fait un film très Hitchcockien avec Carrie au bal du diable, qui est absolument glaçant avec son usage du split screen, et puis le crescendo dramatique, donc comment des gamines au lycée, en fait, c'est là que peut se loger l'horreur, non pas ordinaire, mais extraordinaire. Au Shining de Kubrick, où on a des phrases très drôles de King lui-même qui vient commenter parce qu'on sait qu'il n'aimait pas du tout l'adaptation de Kubrick, qui en fait a fait une autre œuvre. C'est pas une adaptation du roman, puisqu'il y a une véritable réécriture, c'est une nouvelle œuvre en réalité. Et King, dans le documentaire, il parle de la froideur de Kubrick, alors qu'il se qualifie lui-même d'avoir plutôt le sang chaud, en tout cas une sorte de chaleur. Ce qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est comment en fait il a saisi l'âme profonde de l'Amérique, tout en parlant de sujets universels qui, du coup, touchent un public hallucinant. En fait, des lettrés cinéphiles jusqu'au vraiment... voilà, le grand public, c'est un auteur qui a transcendé ces catégories-là, qui, en plus, quand il se présente dans des conférences quatre coins des plus grandes universités du pays, a toujours la petite blague ou a l'air accessible. C'est vraiment, en fait, même s'il y avait la période un peu plus sombre, comme tu le disais, c'est le type bonhomme qui dit des choses toutes simples sur la littérature, le rapport à l'enfance, à la peur de la mort, au territoire, au paysage, au quotidien qui va être progressivement gangréné par l'horreur. Et ça, on l'a vu aussi dans des films. Donc vous aurez Misery de Rob Reiner en 91, où Christine, c'est comment sa voiture peut s'emballer. Ça, avec un clown fou, Dead Zone de Cronenberg, The Mist, etc., etc. Pour The Mist, c'est le brouillard, quoi. Comment le brouillard qui nous recouvre peut tout d'un coup se charger d'une entité maléfique. C'est génial. Bah, pour rebondir sur The Mist, du coup, moi j'ai vu cette semaine le documentaire, bien entendu, où j'ai appris plein de choses et en effet les images d'archives de King sont rares, me semble-t-il. En tout cas, moi je les avais jamais vues et ça fait du bien de l'entendre parler, en tout cas, de son œuvre. Et du coup, j'ai regardé The Mist, la série Netflix qui est sortie en 2017 cette semaine, donc elle a 10 épisodes. Bon, ça se regarde, on est sur une adaptation très libre, disons, de l'œuvre de King à la base. On a 2-3 grands lieux qu'on retrouve, le supermarché notamment, l'enfant aussi qu'on veut sacrifier. En l'occurrence là dans la série c'est une adolescente, mais c'est bon, on retrouve là un peu la même chose. Sinon au-delà de ça, pour rebondir sur autre chose et plus sur le film et le livre en lui-même, ça m'a frappé j'ai reparcouru les deux. Ça m'a frappé à quel point Stranger Things est en fait complètement pompé, inspiré de pompé. de ça en fait. Enfin, c'est exactement le même pitch de base, même si ça dans la... Enfin moi j'ai bien aimé Stranger Things, mais l'histoire de The Mist, je crois pas qu'on l'ait dit. En gros, c'est alors tout dépend duquel on parle, parce que si on parle de la série ou qu'on parle du bouquin, c'est deux choses différentes, mais en gros pour faire court, c'est un brouillard qui s'abat sur une petite ville américaine et qui sépare les familles, enfin qui sépare la famille qu'on suit et en gros, dans ce brouillard, des êtres maléfiques tuent la population. En l'occurrence, dans le film, c'est plus... en tout cas, la question est posée à un moment justement d'une brèche ouverte entre deux mondes. Et alors là, on est carrément dans Stranger Things à fond. Dans la version de série, ça serait plus la nature qui vient se rappeler au bon souvenir de l'humanité en venant éradiquer la population qui aurait agi contre la nature. Voilà, et au-delà de ça, ça me permet enfin moi ça m'a tout à fait penser à cette période quelque peu troublante qu'on est en train de vivre depuis le début 2020, où on ose à peine sortir de chez soi, et c'est absolument ce dont parle King. Oui, exact. J'ai pas du tout pensé au lien avec le brouillard et les interdictions de sortir aujourd'hui. Ah si, j'en ai plein des idées sur. Alors, ce qui est frappant en regardant le documentaire et on y pense forcément, c'est que en fait, les grands thèmes
enfin parmi les grands thèmes qui sont devenus aujourd'hui classiques du cinéma horrifique ou du genre horrifique ont été soit, bon, je dis pas que King a tout fait, il y a évidemment des canevas horrifiques qui viennent d'avant, je veux dire, je reviens pas sur évidemment Frankenstein de Mary Shelley et des choses comme ça qui sont beaucoup plus anciens, mais dans la manière dont le XXe siècle c'est notamment la littérature et surtout le cinéma après s'est approprié l'horreur, King a presque posé des jalons indépassables, c'est ça qui est fascinant, et le doc le montre bien sur des thèmes divers les uns et les autres. Exemple, The Mist par exemple, et ça marche avec plein de films de King. King a ce génie qui semble évident chez lui, c'est ça aussi qui est frappant parce qu'il fait beaucoup de livres. Alors il y a des formules kingiennes, mais quand même on voit qu'il maîtrise la simplicité d'un décor en fait et d'une situation. King arrive parfaitement à gérer un espace clos. En tout cas, un récit où il se passe pas grand-chose de base, une situation simple. Misery, par exemple. Misery, par exemple, exactement. Misery, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu le livre ou vu le film, Misery qui raconte cette fois-ci pas l'histoire d'un brouillard, mais l'histoire d'un écrivain à succès qui se retrouve séquestré par une infirmière a priori sympathique qui est une de ses fans. Vraiment, la plus grande. Voilà, la plus qui se dit elle-même la plus grande de ses fans, qui est d'ailleurs fan spécifiquement d'un personnage qui s'appelle Misery et qui est un personnage d'un des bouquins que cet auteur qui s'appelle, je crois, Sheldon, il me semble, de mémoire. Paul Sheldon, merci. Écrit. Et donc, elle va, en fait, on se rend compte qu'elle profite du fait qu'il a eu un accident de la route pour le séquestrer, ni plus ni moins, et pour l'obliger à pondre un nouveau livre parce qu'il veut faire mourir Misery. Puisqu'il avait fini sa série. Voilà. Parce qu'il a fini la série, il doit faire revivre Misery et en contrepartie, elle le libérera. Et donc, The Mist, évidemment, Misery, mais plein de livres de King comme ça sont souvent sont fondés sur des situations simples, lieux clos, souvent relations d'enfance. Je pense notamment, moi j'ai revu récemment Stand By Me, qui est l'adaptation une petite nouvelle magnifique qu'il a écrite qui s'appelle Le Corps, The Body. Alors oui, ça fait partie du recueil de nouvelles, d'ailleurs, les 4 saisons. Absolument. Et on va juste écouter quelques minutes de la bio justement de Stand By Me tout de suite. Voilà donc l'extrait entraînant de Stand By Me, l'adaptation de Stephen King. Oui, alors justement, Stand By Me a ça aussi il faut le noter, c'est que comme par hasard, c'est réalisé par Carl Reiner qui est déjà celui qui a réalisé Misery. Donc en fait, on s'aperçoit aussi, ça c'est une constante également dans les adaptations, que King fait l'objet d'une attention plus qu'assidue de certains cinéastes qui s'y reviennent à plusieurs fois en fait. Exemple, évidemment, Nathalie en parlait tout à l'heure, John Carpenter a fait officiellement une adaptation de tel quel, un film de commande qui était Christine, mais en fait qui a également, et on écoutera d'ailleurs la musique pour clôturer l'émission certainement tout à l'heure, a fait une adaptation déguisée de Stephen King qui s'appelle L'Antre de la Folie. L'Antre de la Folie qui en réalité est un mix entre le personnage de King dans le film qui s'appelle, parce qu'il l'appelle pas King mais il s'appelle Sutter Kane. Donc Sutter Kane, Stephen King, on a bien compris de quoi il s'agissait. Donc une adaptation libre du style de King, mariée à l'horreur façon Lovecraft. Et c'était une manière pour Carpenter de rendre hommage à ces deux maîtres. D'un côté Stephen King, l'horreur contemporaine, et de l'autre H.P. Lovecraft, qui est l'horreur plus ancienne, enfin début du XXe siècle, et de marier les deux. Donc Stand By Me a ça d'un très intéressant, c'est qu'on bascule sur un peu un autre style de King qu'on connaît un peu moins, enfin souvent je trouve qu'on le passe un peu sous silence. C'est que King, certes, c'est le prince de l'horreur, c'est clair, mais c'est également quelqu'un qui a saisi l'Amérique des années 50 ou des années 60, ça dépend des bouquins, travaillés par des enfants. Et Stand By Me raconte, et c'est vraiment superbe, c'est limpide, c'est une très très belle nouvelle, raconte l'histoire d'une bande d'adolescents, de jeunes ados, qui ont entendu qu'il y avait un cadavre pas loin de chez eux, et qui vont remonter la voie ferrée jusqu'à l'endroit où ce cadavre se trouve. Et en fait, c'est tout. C'est un aller-retour le long de la voie ferrée dans l'Amérique, on dirait aujourd'hui périphérique, l'Amérique du Maine, hein, parce que il écrit toujours sur les mêmes lieux, Castle Rock, le Maine, c'est les endroits de prédilection de King. Et donc Stand By Me, le film, le bouquin puis le film raconte les pérégrinations en quelques heures, enfin en 2 jours, de gosses qui sont quelque part dans l'Amérique périphérique. Avec la dimension initiatique qui est extrêmement touchante, c'est-à-dire qu'ils se découvrent, ils tissent des liens. La fin du film, je me souviens pas de la nouvelle, c'est on se rend compte qu'on n'aura jamais de meilleurs amis que ceux qu'on avait à 12 ans. Et en plus, c'est vrai, donc c'est... Oui, c'est déchirant de simplicité. Et on est vraiment sur une émission du road trip quand même. Hein. On a envie de partir, je crois. En tout cas, moi, ce qui m'a plu dans ce documentaire, c'est d'entendre parler Stephen King, l'entendre penser et réfléchir son œuvre, et notamment
Un autre thème que vous avez brièvement abordé, Guylain, c'est quand il parle de l'enfance. Dans le documentaire, il dit que pour lui, l'horreur, c'est censé nous ramener tout un chacun en enfance. Et si l'écrivain explique travailler autant le fantastique, c'est pour nous faire retomber, nous tous, en enfance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que un de ses derniers romans, il est sorti il y a quelques années, en 2015, je crois, Joyland. C'est un roman qui va un peu à l'encontre de ça. Il y a une sorte de maturité ou de mélancolie dans ce roman, puisque c'est un personnage qui passe entre l'adolescence et l'âge adulte. Ça va aussi aller à l'encontre de tout ce qu'il fait jusqu'à présent, puisque moi, pendant toute la lecture, j'ai attendu, ça se passe dans une fête foraine, au mois de septembre, justement. Donc c'est un peu comme ça à la fin, le déclin de l'été. Ce personnage travaille dans cette fête foraine, il va se demander est-ce que je reprends des études ou pas, ou est-ce que je reste bosser dans cette fête foraine. Et on a le sentiment qu'il se passe quelque chose d'étrange dans un des manèges. Et on va passer tout le roman à attendre de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une bête, quelque chose de maléfique là-dedans. Et finalement, on va plus être dans l'introspection de ce personnage dans le livre de Joyland, et ça va un peu à l'encontre justement, je trouve, du thème de l'enfance qu'il aborde habituellement dans Carrie, Shining. Complètement, je suis d'accord avec toi, le Joyland était presque pour moi déchirant, parce qu'on sentait, il faut avoir une sensibilité pour ça, peut-être que ça dépend de chacun, mais moi personnellement j'ai ressenti, et c'est presque terrible, la douce mélancolie de la perte, de la certitude que plus rien n'adviendra tel que c'est advenu avant. C'est-à-dire qu'on sent la fin de l'été qui tombe, on sent la fin de l'enfance, et on sent que la magie de la barbe à papa, manger alors qu'elle ne signifie rien lorsqu'elle est en bouche, semble comme une espèce de fil qui traverse le bouquin en entier. Et du coup, on s'attend à quelque chose de choc, et en fait, il reste là-dessus. Il y a une espèce de sensibilité des jours qui rétrécissent et de la rentrée qui arrive. Et on a l'impression qu'il parle plus d'une rentrée au sens presque général du terme que juste de la rentrée de ce personnage. On est un peu comme lui, on revit une période qui quelque part n'adviendra plus jamais. Et je trouve que Joyland, d'ailleurs, est un bouquin assez court. Je crois qu'il fait 250 pages environ. C'est pas ses grandes œuvres, et c'est vraiment très très beau sur cette mélancolie. Oui, donc c'est assez intéressant soit si vous connaissez très bien l'auteur et que vous l'avez pas lu, vous voulez découvrir quelque chose un peu autre de lui, on vous invite à aller vous plonger dans ce bouquin. Il nous reste moins d'une minute, alors peut-être un tour de table chacun, si vous aviez un livre ou un film de l'adaptation de Stephen King à conseiller aux auditeurs, duquel il s'agirait. Nathalie. Eh ben, comme Arte repasse du coup 4 films horrifiques pour Halloween, dedans il y a à la fois donc Sœur de sang de Palma dont je parlais, mais alors l'adaptation de King qu'il repasse, c'est Dead Zone de David Cronenberg sur ce type qui après un accident de voiture est doué de télépathie, voilà. Voilà, là je serais peut-être pas très original, mais pour moi, et je pense que j'ai presque tout bouffé King en langue française, pour moi son totem reste le fléau, tome 1 et tome 2. Sur un virus, non le fléau, plus ou moins, sur un maléfice. Le fléau, c'est absolument sublime. En plus, alors là, on aura un couvre-feu, c'est 2 fois 600-700 pages. C'est vraiment une œuvre absolument magistrale. Pour moi, c'est un des plus grands bouquins du XXe siècle. Hein. C'est vraiment absolument sublime. On termine avec Bastien. Et du coup, moi, je vais choisir peut-être l'adaptation la moins fidèle à ce que King a écrit, c'est The Shining. Enfin, moi, ça reste quand même le meilleur pour moi. Donc le film, pas le roman. Le film. Et se replonger là dans cet univers glacé à cette époque-là de l'année. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous suivre, d'être fidèles chaque semaine.